Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Lambert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, ancien ministre du Budget et puis actuel président du Conseil national d'évaluation des normes. On en parlera en fin d'émission. Mais en préparant l'interview, je suis tombé sur ce chiffre-là qui est tombé, je l'ai vu ce matin dans le Figaro, qui montre que l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et la flat tax ont finalement rapporté en 2018 aux caisses de l'État 1 milliard d'euros de plus que ce qui était prévu. Il y a des prévisions qui sont faites un an auparavant par les services de Bercy. 400 millions d'euros au titre de l'impôt sur la fortune immobilière, 600 millions d'euros au titre de la flat tax, la réforme de la fiscalité, voulue assumer, qui coûte cher politiquement aujourd'hui au président, à Emmanuel Macron. Ça coûtait 1 milliard de moins que prévu. Ça appelle un commentaire, là je parle à l'ancien ministre du Budget qui sommeille toujours en vous. Les Français comprennent assez mal la fiscalité. Ils pensent que c'est un instrument de punition, alors qu'en réalité c'est un instrument de rendement. Et très souvent, les prévisions qui sont faites sont des prévisions prudentes. Là, en la circonstance, la réforme de Macron a plutôt été favorable aux finances publiques, contrairement à ce ça rapporte plus que ce qui était prévu. C'est un coût parce que l'ISF, ça rapportait, de mémoire, 4 milliards et quelques d'euros. Là, on est sur 1,2 milliard avec l'IFI. Ça rapporte quand même, on a divisé la recette par 4. Oui, mais ça rapporte quand même 400 millions de plus que prévu. Oui, donc, en tout cas, le choix qu'a fait... On voit le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein? Mais il est à moitié plein. Et on le verra tout à l'heure. Je vous expliquerai les raisons pour lesquelles il a choisi, au fond, d'exonérer la richesse qui est immatérielle, c'est-à-dire la richesse financière, mais il a continué d'imposer la richesse immobilière parce qu'elle n'est pas délocalisable, mais ça n'est pas tenable à long terme. On va y venir tout à l'heure lorsque vous allez m'interroger sur des sujets de justice fiscale, sur des sujets d'optimisation fiscale et autres. Bon, justement, on va en parler, puisqu'on le voit, tiens, le président lors d'un de ces grands débats. On a eu les chiffres, c'est Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui donne les chiffres. 1 million de contributions. Ça y est, 1 million de contributions recueillies sur le site web du Grand Débat, 4000 réunions qui se sont déjà tenues un peu partout en France. Il est en train de soulever, le président, des attentes qui sont très très fortes. Il faudra y répondre ensuite, au risque de décevoir. Mais il faut rappeler ce qui s'est passé. Il y a eu ce mouvement dit des Gilets jaunes. Je dis des Gilets jaunes parce que ce mouvement a changé. Les Gilets jaunes du début ne sont plus les Gilets jaunes d'aujourd'hui. Donc le président avait deux solutions. La Constitution lui offre deux solutions. Soit la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale, qui n'est pas celle qu'il a choisie, soit ouvrir un dialogue avec les Français. Recueillir leurs propositions, c'est ce qui se passe avec le grand débat. Mais après, il va falloir faire une synthèse. Les Français veulent le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Il a dit pour l'instant, c'est niette. Mais il a raison. Attendez, il faut d'abord qu'on arrive à la synthèse. Ça ne sert à rien d'interroger les gens si vous ne faites pas une synthèse. Mais on a bien compris au travers des sondages, même des contributions. Il n'y a qu'à regarder les contributions sur ce qui remonte. On a bien compris ce que les Français veulent. David, si la synthèse aboutit à des propositions qui ne sont pas tenables, l'exécutif refusera. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas tenables? Parce que c'est une question de point de vue, ça. Rétablir l'ISF en quoi c'est pas tenable? Mais si le président et le Parlement considèrent que c'est contraire aux intérêts de la France, je ne vois pas les raisons pour lesquelles il changerait de point de vue. Oui, mais sur l'ISF, soyons précis, encore une fois, je parle vraiment à l'ancien ministre du Budget, Nicolas Dupont-Aignan qui était là avant-hier, mais on a aussi 20 députés La République En Marche qui ont proposé la même chose. Ils ont dit quoi? On rétablit l'ISF, mais si les contribuables, les gros contribuables investissent cette cotisation d'ISF dans des boîtes françaises, il n'y a plus d'ISF. Bon. Ça ne vous plaît pas, ça, hein? Non, mais j'assume mon point de vue. Si vous voulez me faire dire que je trouve que l'ISF est un impôt intelligent, je vous réponds non. Non, cet impôt n'est pas intelligent. Politiquement, il le paye tellement cher au risque de ne plus pouvoir réformer jusqu'à la fin du quinquennat. Mais la politique, ça ne consiste pas à faire ce qu'on vous demande toute la journée. La politique, ça consiste à faire ce qui est l'intérêt de votre pays. Or, il faut revenir à la compréhension de la fiscalité. Oui, mais on ne réforme pas contre les Français non plus. Attendez. Si les Français vous disent majoritairement il faut rétablir l'ISF. Quelle est votre conception de la démocratie? Votre conception de la démocratie, c'est que chaque jour sur Internet, les Français font leurs demandes et le gouvernement exécute. Eh bien ça, ce n'est pas ma conception de la démocratie. Ouais, ma conception de la démocratie, ma conception de la démocratie, c'est qu'un président de la République ou un candidat se présente devant les Français, propose un programme et puis il est élu. Après, on le met en œuvre. Il se trouve qu'il y a des gens qui ne sont pas contents sur ce qui se passe. Et il y a un chèque de 10 milliards d'euros qui a été fait, d'ailleurs, en termes de pouvoir d'achat. Ce qui n'est pas rien.
À ma connaissance, le Parlement n'a toujours pas voté les 10 milliards. Bon. En conséquence, je crois qu'il faut aussi dire que s'il n'y a pas de synthèse qui soit acceptable pour l'exécutif, il faut passer par la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, on verra si les Français, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes au monde, on verra si les Français renvoient ou pas les mêmes députés. Vous sentez que ça va finir comme ça? C'est-à-dire que la synthèse risque de décevoir et au final, ça peut virer, se terminer en dissolution? Ça ne semble pas être le... Imaginons un instant que vous soyez président de la République. Vous avez lancé un grand débat, et de ce grand débat, il revient, ou il résulte, que vous ne pouvez pas adopter les mesures qui sont proposées. Lesquelles d'ailleurs? On voit bien, il y a une volonté, il y a une demande, des requêtes, des revendications pour plus de services publics de proximité. Vous connaissez bien justement les communes, il y a plus voilà, des profs mieux payés, des meilleures prises en charge, et en même temps aussi qu'il faut qu'il y ait moins d'impôts. Et là on se dit, mais l'équation budgétaire, et je reparle encore une fois au ministre du Budget, l'équation budgétaire, quand on voit les contributions qui remontent, c'est la quadrature du cercle, c'est insoluble. Oui, mais nous sommes tous schizophrènes. Bon, je veux une très bonne protection sociale, comme vous, probablement, oui. Et en même temps, je voudrais qu'elle coûte pas trop cher, et je ne voudrais pas non plus être surfiscalisé par rapport aux gens qui gagnent comme moi en Allemagne, en Angleterre ou autre. Donc c'est du bon sens qui est demandé. Voilà. Il faut tout simplement que nous nous calmions, et que notre démocratie soit protégée, parce que ça, c'est notre bien le plus précieux, ce sont nos libertés, et celles de nos enfants. En conséquence, ce n'est pas sur Internet que nous allons gouverner la France. Si les demandes qui sont présentées à l'occasion du grand débat ne sont pas acceptables, eh bien j'ai une proposition qui est toute simple, elle est écrite dans la Constitution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et s'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, mon pronostic, ça n'est qu'un pronostic, c'est qu'au fond les Français renverront à quelque chose près les mêmes députés. Probablement avec moins de députés de La République En Marche, ce qui ne sera pas plus mal, parce que le gouvernement sera obligé, au fond, d'entendre davantage qu'il ne l'a fait pendant la première année, des points de vue qui sont un peu différents des siens. Ouais. Il y a certains qui demandent un nouveau chèque en disant voilà, il faut des nouvelles mesures de pouvoir d'achat. La France a les moyens de refaire un nouveau chèque? Nous sommes champions du monde de la dépense. Nous ne pouvons pas aller au-delà. Et lorsque vous avez un niveau de dépense aussi élevé que le nôtre, vous ne pouvez pas avoir une fiscalité intelligente, puisque vous êtes obligé de surfiscaliser tous les contribuables pour essayer de payer cette dépense, et nous n'y parvenons pas, puisque nous avons un déficit public extrêmement élevé. Donc, le sujet... Vous avez la zone euro, d'ailleurs. Voilà. Mais nous sommes en ratio de PIB champion du monde. Bon. En termes de dépenses, moi je parle du déficit. Oui, en termes de dépenses. Mais vous me parliez tout à l'heure d'augmenter les dépenses. Ouais. Je vous dis que nous avons un niveau de dépenses qui est au-delà de nos capacités contributives. En conséquence, ce n'est pas du côté de l'accroissement de la dépense qu'il faut chercher des solutions. C'est dans le bon usage de la dépense. Ouais, mais dans le bon usage. Serpent de mer, cette histoire de mieux dépenser l'argent public sans dégrader la qualité du service public. On entend ça depuis des années. Mais non. Ce qui coûte le plus en France, ce sont ce qu'on appelle les transferts sociaux. Exactement. Bien. Nous sommes là encore champions du monde. Ouais. Bon. Et donc, si ça ne réduire la protection sociale? Non. Eh bien, si ça ne donne pas satisfaction à nos concitoyens, ces transferts sociaux, dès lors que le coût global est extrêmement élevé, ça veut dire qu'à l'intérieur de ces transferts sociaux, les choix ne sont pas bons. Il faut donc ouvrir cette boîte des transferts sociaux, voir... 500 ou 700 milliards, j'ai plus le chiffre en tête. 760 milliards. C'est ça. Bien. Mais concrètement, donnez-moi une mesure qui ne mettra pas les gens dans la rue en réduisant la protection sociale. La question n'est pas de savoir s'ils vont aller dans la rue, la question est de savoir si c'est juste. Et donc, il faut donc... Un exemple. Mais non. Il faut dire aux Français, nous avons 760 milliards sur la table, nous ne les baisserons pas. Vous voyez, c'est très généreux ce que je suis en train de vous dire. Nous ne baisserons pas ces 760 milliards. En revanche, à l'intérieur de 760 milliards, nous allons nous débrouiller pour que ceux qui aujourd'hui n'ont pas assez pour vivre aient ce dont ils ont besoin, et que ceux qui ont des effets d'aubaine, parce que le droit est tellement compliqué qu'ils ont des effets d'aubaine, eh bien, on va... Il faut traquer les fraudeurs, c'est ça en fait. Les fraudeurs, j'y viens un peu fort. Une aubaine, ça n'est pas une fraude. Une aubaine, c'est un règlement mal foutu, trop tatillon, qui vous a placé dans une situation favorable, et finalement, vous en profitez. Bon. On a cette justice fiscale, vous l'évoquiez Alain Lambert, on voit bien qu'il est au cœur des revendications, encore une fois, des Français, donc contre les contributions, ou ce qu'on entend dans les débats. En filigrane, il ressort quoi? Il faut taxer les riches, on l'a compris ça, et là on se dit que l'opinion, et on revient au sujet de départ, n'a pas digéré cette suppression de l'ISF.
Alors, Qu'est-ce qu'on fait comme mesure pour, politiquement, on fait de la politique aussi là, pour montrer, dire on sente que le président pourra dire, je vous ai entendu, j'ai écouté, j'ai entendu, voici une mesure pour corriger un petit peu ce sentiment d'injustice fiscale. Qu'est-ce que vous proposeriez? la politique, Et qu'est-ce qu'on met de côté? La politique, ce n'est pas l'art de tromper les électeurs. C'est au contraire de les éclairer. Donc vous avez parlé tout à l'heure de la justice fiscale et vous avez parlé des riches. Moi, je vais vous définir la richesse. C'est quoi un riche? C'est quelqu'un qui est titulaire de richesse. Or, aujourd'hui, la plupart des richesses sont immatérielles. C'est-à-dire qu'elles... Oh là, on a perdu du monde là, je pense, en direct. C'est-à-dire, concrètement, je n'ai pas compris. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité... Parce que Philippe Martinez, le secrétaire général de CGT, qui était là il y a quelques jours à votre place, il m'a dit, un riche en France, c'est quelqu'un qui est millionnaire. Voilà, au moins, pour François Hollande, c'était 4 000 € par mois. Pour le patron de la CGT, c'est être millionnaire. Est-ce que la vie d'Alain Lambert vous intéresse? Oui. Bon, alors... Un avis précis, chiffré. Les richesses que j'appelle immatérielles, ce sont tout simplement les biens qui sont en société. Et vous logez vos titres de société là où vous voulez. Et donc, si les Français pensent qu'ils vont pouvoir attirer des richesses dans notre pays en surtaxant les richesses que j'appelle immatérielles, c'est-à-dire les actions de société, les parts sociales, etc., on a bien vu qu'Emmanuel Macron a fait le choix de taxer l'immobilier, c'est-à-dire le bien qui n'est pas délocalisable. Ouais. Et j'y vois un danger, car au fond, l'investissement immobilier n'est pas un investissement qui est contraire à la société. Donc, s'agissant des riches... Quelles mesures on fait pour calmer un peu tout le monde là-dessus? Parce que calmer les gens, c'est leur expliquer. Parce que les Français peuvent se tromper comme tout le monde. Ouais. Et donc, David, je voudrais que vous me laissiez finir sur ce sujet. La justice sociale, j'y crois, c'est mon combat depuis toujours. Mais ne confondons pas la justice sociale et la justice fiscale. Pourquoi? Parce que la fiscalité n'est pas un instrument de justice. La fiscalité, c'est un instrument de prélèvement, c'est un instrument de recette qui vise précisément à payer les dépenses. Et aussi à redistribuer. On voit bien que l'impôt sur le revenu, ça sert à ça. Oui, mais attention, je pense que la redistribution se fait par ce qu'on appelle les transferts sociaux. Et la grave erreur, c'est de vouloir utiliser deux instruments. L'instrument fiscal pour faire de la justice et le transfert social pour faire de la justice. Moyennant quoi les Français sont mécontents dans les deux cas. Donc mon idée, c'est de dire clairement, la fiscalité, c'est un instrument de rendement. Et un instrument de rendement, ce n'est pas un mot trop compliqué quand même, c'est un instrument de recette. Bon, ça consiste au contraire à attirer les contribuables. Il faut, pour les attirer, qu'ils aient le sentiment de ne pas être trop maltraités, qu'ils aient le sentiment d'avoir un droit fiscal assez stable. Lisible, et stable. Etc. Et moyennant quoi... Mais tout ça, on peut l'entendre quand on a un esprit raffiné comme le vôtre. Les Français, eux, on sent qu'il faudra bien qu'il y ait une mesure symbolique. On est dans le symbole, comme la suppression de l'ISF était aussi un symbole, pour répondre à cette demande de justice fiscale. Comment est-ce que le président fait, quadrature du cercle encore, pour ne pas tout détricoter? Il ne veut pas détricoter ce qui a été fait, parce que d'abord, il veut l'évaluer. C'est compréhensible, on peut comprendre ça. Qu'est-ce qu'on peut sortir? Parce qu'il y a tellement de propositions qui fleurissent dans le débat. C'est un truc à la Prévert, on a vu quoi? Une contribution, qu'est-ce qu'on a vu? Une tranche d'impôt sur le revenu de plus, une tranche de plus, alors qu'on est déjà très élevé sur la tranche marginale en France. On a vu que le niche fiscal sous condition, le président de la République a dit c'est non. On a entendu quoi? La taxation de la résidence principale éventuellement, et plein de droits de succession alourdis. Pour vous, tout ça c'est non, on laisse tomber. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire si on fait preuve de créativité et de sens politique, ce qui est votre cas? Le sens politique, c'est de dire aux Français, ce n'est pas un problème de fiscalité que nous rencontrons, c'est un problème de dépenses. C'est-à-dire que nous avons un niveau de dépenses élevé qui ne vous rend pas heureux. Mais les Français vous disent, on veut plus de dépenses sociales, on veut moins... Mais attendez, moi j'ai la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants. Ils voudraient aussi plus d'argent. Et c'est pas Français sont des enfants. Un service leur rendre que de leur donner de l'argent pour des choses qui ne sont pas utiles. Donc en conséquence, mon idée, c'est qu'on n'a pas un sujet d'impôt, on en a plus que tous les autres. On a un problème de dépenses et il faut le leur dire. Ouais. Et moi, j'ai envie de leur dire, puisqu'on va faire de la vulgarisation. Allez. Ce que les gouvernements font, quand ils sont habiles, quand ils sont politiques, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ils prennent l'argent dans le livret d'épargne de vos enfants pour vous le donner à vous. Est-ce que c'est ça que vous voulez qu'on fasse? Moi, je ne le ferai jamais. Je ne ferai jamais ça. Je veux dire aux Français, les yeux dans les yeux, on dépense déjà beaucoup trop avec votre argent et celui de vos enfants, parce que de toute façon, le vôtre ne couvrira jamais les dettes que nous avons constituées. Ouais. Bon. En conséquence, ne vous laissez pas aller avec cette chimère de lutte contre les riches. Les riches
pardonnez-moi cette vulgarité, c'est un petit peu comme le gibier pour les chasseurs. On ne l'effarouche pas, au contraire, on l'attire. En conséquence, On l'attire pour mieux le taxer, évidemment. ben oui, évidemment. Parce que s'il s'en va, il n'y a plus de basse taxable. Ben évidemment. C'est du bon sens, mais ça, Évidemment. c'est pas toujours facile à comprendre. J'assume complètement. C'est-à-dire Ouais. que le Ah, il est riche, libéral, il s'assume. Hein. Et c'est très bien comme ça. moi, le riche, je le regarde comme quelqu'un qui peut contribuer plus que les autres. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve qu'on n'en a pas assez en France. Bon. Donc, quand Bruno Le Maire, il est clair, il dit non, la ligne rouge, il a dit ça il y a 2 jours, pas d'augmentation d'impôts en France. Donc, il a raison, sachant qu'il ne parlait pas des riches, il est au global. Il dit la crise est née d'un sentiment de surtaxation, c'est pas pour répondre en augmentant les impôts. Jusque-là, on peut le suivre. Mais les Français, ils veulent plus d'impôts pour les riches. Moi, j'ai une proposition très simple à vous faire, c'est de ne pas parler d'impôts. Alors, vous allez dire que c'est votre sujet, mais c'est de parler de dépenses. Parce que finalement, c'est le revers de la médaille, l'impôt. C'est le revers de la Qu'est-ce médaille. qu'il fait, ce gouvernement, sur la dépense publique? Eh bien, pas beaucoup, précisément. Moi, je trouve qu'on lui fait une querelle en sorcellerie, pour ne pas dire un procès en sorcellerie sur l'impôt. Mais par contre, sur la dépense, je trouve qu'on continue comme avant. Et j'ai une proposition très intéressante à vous faire. Vous n'allez même pas la croire. Moi, je suis un libéral qui ne propose pas de baisser les dépenses. Ça va vous surprendre. Je vous propose de stabiliser la dépense en valeur. Ou En en valeur, euro courant. expliquez c'est qu'en valeur. En euro courant. En prenant en compte l'inflation. On ne prend pas en compte l'inflation. Sans inflation. Sans inflation. On dépense aujourd'hui 1200 milliards d'euros de dépenses publiques. En 2018, donc on reste sur exactement 1200, la même somme. Voilà. Et comme il y a l'inflation, eh ben, ça fait ça d'économiser tous les ans Voilà. pour les dépenses publiques. Si vous le faites pendant 58, vous résorbez environ 60 milliards. Parce que la tendance chaque année, c'est quoi? Une dizaine de milliards. Voilà. Bon, la dérivée est environ d'une dizaine de milliards. Or, vous vous tournez vers le corps politique et vers les administrations, vous dites, écoutez, sur 1200 milliards, proposez de trouver 10 milliards. Pour garder le même budget. Pour garder le même budget, ça doit pouvoir se Mais faire. si c'était si facile, que ne l'aurait-il fait avant, Alain Lambert? Écoutez, j'ai été maire d'Alençon très longtemps et j'ai stabilisé la dépense. J'ai jamais eu d'ennui avec mes électeurs, j'ai d'ailleurs toujours été renouvelé. Bon. Et j'ai stabilisé la masse financière également des fonctionnaires et je n'ai jamais eu d'ennui et je n'ai jamais eu de grève, tout simplement parce que nous avons fait des choses concernant la formation des fonctionnaires, concernant leur évolution de carrière, concernant la possibilité de changer de métier. Et à chaque fois, j'ai été obligé de transgresser le droit pour pouvoir y parvenir. Bon, intéressant. Il nous reste quelques minutes, Alain Lambert. Le temps file avec vous. Vous êtes à la tête du Conseil national d'évaluation des normes. Et c'est vrai que le grand débat a fait émerger cette idée qu'il fallait mettre fin, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, vous l'avez vu, à certains privilèges des représentants de la nation. Avec en ligne de mire, notamment aussi parce qu'il y a cette polémique autour de Chantal Joanneau sur la rémunération, les salaires stratosphériques, encore une fois, des autorités administratives indépendantes, cette fameuse polémique des 15 000 € par mois de Chantal Joanneau à la tête de la Commission nationale du débat public. Est-ce que vous trouvez ces émoluments justifiés? Est-ce que c'est acceptable quand on voit autant de Français qui souffrent? Est-ce que vous-même, d'ailleurs, à la tête de ce Conseil national d'évaluation des normes, vous touchez une telle somme? Pour ma part, la fonction est bénévole. Bon, donc voilà, l'affaire est réglée. Ça fait 10 ans que Mais il y a un sujet sur ces autorités administratives en France, indépendantes, avec des salaires comme ça, de ministres, de présidents, des salaires de présidents. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire qui consiste à nous aligner sur la moyenne européenne. On n'en parlera plus, puisque ce n'est pas le problème. Et qui est de quoi? Qui est de combien d'ailleurs? J'en sais rien. Ah ben d'accord, ça se trouve c'est plus. Eh bien justement, ça va être bien de pouvoir le dire aux Français. Peut-être moins, on ne sait pas, je ne sais pas, personne ne sait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet de la prolifération des normes, c'est un sujet à 60 milliards. 60 milliards, vous m'entendez bien. C'est-à-dire que l'OCDE est un organisme international qui a calculé que le surplus de droits, c'est-à-dire celui qui n'est pas nécessaire. Parce que les normes, on explique, les normes, elles sont utiles, elles sont là pour protéger quand on fabrique, oui. quand on vend. Vous avez le droit raisonnable et vous avez le droit tatillon. Le droit raisonnable coûte le même prix dans tous les pays. Ouais. Le droit tatillon, il a un surcoût. Les calculs qui ont été faits par les organisations internationales, c'est 3 points de PIB, c'est-à-dire 60 milliards environ. Du fait de l'excès de normes ou du fait de leur sévérité, ou les deux, mon général? Oui, de leur manque de sobriété, on va dire. Donc c'est à la fois quantitatif et qualitatif. Absolument. Nous avons 400 000 normes actuellement en vigueur. Aucun Français, et d'ailleurs aucune administration, ne peut complètement les connaître. Donc, puisque vous parliez tout à l'heure des mouvements sociaux, etc., je vais vous dire, s'il y avait une révolte logique, légitime des Français, ce n'est pas pour des questions d'impôts, ce n'est pas pour des questions de dépenses, c'est pour des questions de bureaucratie. La véritable
le véritable motif, la véritable légitimité de la révolte des Français, ça devrait être contre la bureaucratie. Et donc contrôler dans... Mais vous êtes là, c'est votre poste pour justement, et c'est l'ambition du président Macron, justement, qui est de réglementer, pas de réglementer, mais peut-être de déréglementer justement, qu'il y ait moins de normes. Vous en êtes où? Parce qu'il y a cette volonté de mettre un terme à cette hyperinflation normative. On en est où aujourd'hui? Ça nous coûte... Alors que si on avait moins de normes et mieux foutu, on économiserait 60 milliards d'euros. Oui. Enfin, on se rend compte. Nous avons besoin... Alors écoutez, nous avons un dialogue avec les administrations qui devient extrêmement positif. Par contre, nous avons besoin du soutien de l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui demande des normes et en même temps s'en plaint. Schizophrénie comme pour l'impôt. Et donc il faut absolument que nous arrivions à convaincre l'opinion publique qu'à chaque fois qu'elle demande une norme supplémentaire, elle paie un coût supplémentaire. Oui. Et donc il faut absolument qu'elle devienne de ce point de vue-là plus raisonnable. Donc si nous avions le soutien de l'opinion publique, je pense que nous pourrions être un pays extrêmement efficace, parce qu'il aurait un droit qui est le plus efficace. Souvenez-vous, il y a 2 siècles, nous avions le droit qui était copié dans le monde entier, sauf dans les pays de common law. Tout simplement parce que le droit, avec les défauts et les qualités de Bonaparte, qui avait été construit à cette époque, a été reconnu comme le plus efficace au monde. Ouais. Et depuis, on a compliqué tout ça. On termine juste, même pas 10 secondes. On parle de normes, je ne sais pas si les gens nous suivent bien. Une norme qui est ridicule, qui est absolument absurde, déconnectée des réalités. Qu'il faut supprimer tout de suite. 90 pages sur la façon dont l'assiette d'un écolier doit être organisée entre les petits pois, les carottes et autres. 90 pages. Bruno Le Maire. C'est pour la sécurité des enfants, pour qu'ils mangent bien, mieux? Non, c'est pour occuper les fonctionnaires. Voilà. Et des comme ça, il y en a des 13 à la 12e. Fonctionnaires qui ne l'ont pas demandé d'ailleurs. Et des comme ça, il y en a plein. Mais vous en avez des milliers. Mais allez-y, courez, Alain Lambert, allez les supprimer. Mais invitez-moi souvent. On fera un point l'année prochaine là-dessus. Merci à vous d'avoir été notre invité. Donc Alain Lambert, l'ancien ministre du Budget et président du Conseil national d'évaluation des normes. Merci beaucoup. Merci à vous.